To introduce myself briefly, I'm Hasiba Harsahrawi. I'm Deputy Director of the Middle East and North Africa Programme at the International Secretariat of Amnesty International. I have the pleasure to introduce the other panelists, and I'm going to start with Naziha Rjiba, sorry. I can't switch from, I can do 2 languages, but not 3. Then I start being extremely confused. Naziha, also known as Ziyad, the mother of Ziyad, is one of the most targeted journalists and human rights defenders in Tunisia. She's the current, editor, of the locally blocked news Kalima. Rajiba graduated from the University of Tunis in Arabic literature. Her critical thinking led officials at the Ministry of Education to deny her a promotion. Also, the Ministry of the Interior put her under tight police surveillance, and I think, Naziha, you'll be talking to us about this experience as well. Najiba became widely known among Tunisians thanks to her critical pieces in a column called Nashez in the now defunct weekly Array. Her last piece shed some light on President Ben Ali's lack of charisma and poor communication skills. Rajiba was among the founders of the National Council for Liberties in Tunisia, CNLT, in 1998, and is also among the founders of the Observatory for the Freedom of the Press, Publishing and Creation, OLPEC, in 2001. I will also introduce, I'm getting a bit mixed, Emna Ben Arab. Emna is a member of the Tunisian Parliament and professor of English literature, or Emna, and I would like to highlight this, has been invited at the request of the Tunisian authorities, who contacted some of the organizing organizations. And of course, because as human rights organizations, we dedicated to free speech, freedom of expression, and freedom of opinion, we welcome Emna. Unfortunately, and this is really sad for all of us, Mohamed Abu and Mr. Rahmouni were not allowed to travel to be with us today. For Mohamed Abu, this is the 3rd time he's not allowed to travel since he has been released from jail. He was denied traveling to London, where he was due to do an interview with Al Jazeera and also to meet with Amnesty International in London. He was also denied 2 weeks ago to travel to Cairo to observe the trial of a well-known Egyptian journalist who's also being tried for a piece he wrote about Mubarak. And last, on Saturday, he was not allowed to travel to be with us today, although a US visa was granted to him on time. Mr. Rahmouni was not allowed to travel either and was denied permission as he's exercising judge. So therefore, Mr. Trifi, whom you had the pleasure to hear this morning, will be talking with us about the independence or the lack of independence, or the challenges to the independence of the judiciary in Tunisia. But before I give the floor to the panelists, allow me to read 2 messages, one from Mr. Rahmouni and one from Mohamed Abu. Mr. Rahmouni writes, and I read, "Ladies and gentlemen, I am now in Tunisia. At a time I'm expected to be with you in Washington as part of my obligations. Unfortunately, the Ministry of Justice and Human Rights in my country has not agreed to authorize my traveling to take part in your respected assembly. They have ignored my application, and this is not the first time this happens, as my colleagues, members of the legal committee and myself have been denied the right to travel and attend international events. We would like to inform you that we have been denied authorization to travel to attend the following events. In 2005, on invitation by the International Commission of Jurists,
to attend an assembly in Geneva. In 2005, again, to attend the African Jurists Association meeting in Lomé, in Togo. In 2006, to attend an African conference in Yaoundé, as well as the meeting of the International Union of Judges in Siófok in Hungary. Mrs. Wassila Kaabi has been held at the airport and was not allowed to travel. In 2007, to attend a conference on Tunisia on invitation by the Euro-Mediterranean Human Rights Network. These are only few examples of a long list. What is strange and alarming, however, is that we are being denied travel for both official and private reasons. This, we think, is a violation of our rights to travel, meet and discuss our situation, as well as that of our colleagues as free and responsible citizens and as free and responsible judges and members of a legal committee. These, we hold, are the fundamental rights of a free and independent judicial system being threatened by an irresponsible, repressive ministry which has been at the origin of a fake crisis to repress the legal representative body of Tunisian judges. Please accept my apologies for failing to be with you and wish you all the success in your endeavors, hoping to be with you soon. Ahmed Rahmouni, Legal Chair of the Tunisian Association of Judges. Et maintenant en français, un message de Mohamed Abou. Mesdames, Messieurs, je suis très navrée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. C'était une occasion de connaître de près des gens qui ont tant œuvré pour le respect des droits de l'homme dans mon pays et de participer avec les Tunisiens militants pour le droit de leurs concitoyens en toute abnégation et avec beaucoup de courage à dénoncer une dictature qui ne reconnaît ni notre dignité ni nos droits. Chers amis, cette dictature qui m'a privée de venir vous rencontrer ne m'a privée en fait que d'un droit secondaire, entre guillemets, ou d'un luxe par rapport à ce qu'on fait et qu'on continue à faire aux Tunisiens qui se sont opposés à elle ou même soupçonnés de le faire. Des gens ici souffrent directement de la persécution et d'autres cherchent à éviter le danger en évitant la politique alors que d'autres se sont rangés à côté du régime qui, paraît-il, a les poches pleines d'arguments irrésistibles. Je sais que vous êtes sensibles aux souffrances des autres, alors agissons ensemble pour une Tunisie libre où la loi et la justice règnent. Il y aura moins de souffrances et de mal sur terre. Mohamed Abou. I'll now give the floor to Amna Ben Arab, and as you have the privilege also to represent the authorities, I was wondering whether you could provide us with an explanation as to why Mr. Abou and Mr. Rahmouni were not allowed to travel. Thank you. All right. So you have 20 minutes. Okay. Thank you very much. I would like, first of all, to put one thing straight. I am not here the representative of the Tunisian government. I am, as an MP, a representative of the Tunisian people, and I will speak in that quality today. Tunisia, a model of Middle East stability or an incubator of extremism? This is an interesting question that the conference raises at a time when the Tunisian people celebrate the 20th anniversary of the political change that took place on November 7th, 1987. And also at a time when confusion about the true meaning of previously taken for granted concepts and theories like democracy, rule of law, etc., prevails and their boundaries blurred. Hence, the need felt by academics as well as politicians to redefine meanings and redelimit boundaries. In this presentation, I will attempt to offer an answer to this question by identifying the principles embraced by Tunisians to accomplish state building, and also I will try to give an assessment of the Tunisian experiment with the democratization. I'm going to use facts rather than impressions or feelings. Tunisia, as you all know, is a country of a long reformist tradition.
And also, it is known that Tunisia, after the political change of '87, took significant steps toward economic, political, and social reforms. And this move, of course, was based on at least three main principles that I will outline below. The first principle has to do with gradualism, and as far back, lots of people today talked about Bourguiba. As far back as 1966, former President Habib Bourguiba talked about the Tunisian way of life, which he described as being based upon a gradual approach to policies related to all aspects of life. And in fact, there is a firm belief among Tunisians that premature attempts to democratize may make subsequent efforts to democratize more difficult and more violent than they would otherwise. That is, pushing states to democratize before the necessary preconditions are in place backfires most of the time. And here today we have lots of countries that are in a chaotic position because of attempts to democratize in a context of state collapse, or let's say state removal, or hasty attempt to democratize. And we believe that prudent democracy promotion efforts should pay special attention to fostering those conditions, which include a society where there is no organized violence perpetrated, especially by political extremists and religious fanatics, the existence of impartial institutions that support and reinforce democracy, schools, independent institutions, legal institutions, professional but not unregulated news media, etc. Also, the expansion of economic opportunity to maximize the availability of resources, and this, of course, involves the assumption that when individuals are free from the burdens of unmet physical need, they are best able to achieve their ends. Also, having an active and knowledgeable citizenry and a sizable homogeneous middle class that believe in and support democracy. However, we believe that these preconditions do not have to be fully in place before democratization can usefully begin. Both endeavors are to be undertaken at the same time. And in fact, this gradualist approach has allowed Tunisia to take definite steps toward open political competition while simultaneously meeting citizens' expectations for strong economic growth and social equity. And here we can say that post-'87 gradualism and simultaneity replaced pre-'87 sequentialism. So this approach worked well for Tunisia, and this is confirmed by the quantitative and qualitative indicators that place Tunisia in the forefront of Middle Eastern countries. And here, some of my compatriots this morning talked about education. Let me say that we're not talking about the rate today, we're talking about the quality of education. And in Davos, in the report published 2007, this report ranked Tunisia #1 among Arab and African countries and 12 at the international level out of 131 countries. Also talking about corruption. Some talked about corruption this morning. Transparency International ranked Tunisia second among oil non-producing countries, North Africa, Arab countries, and number 39 out of 146 countries at the international level, before many EU countries such as Italy, Hungary, etc. And here, I believe it's worth noting that within academia today there have developed a new wave of preconditionists. Lots of scholars such as Mansfield, Snyder, Carothers, etc., who believe that
without the right prerequisites, sometimes called facilitating conditions, democratization or the consolidation of democracy would not occur. Another principle, the second principle after gradualism, is inclusiveness. And here this means putting in place a system that promotes debate and competition among divergent views, a system encompassing the formation of civil society movements and political parties, which all serve as mechanisms to promote competition and debate among alternative political platforms. Here, I'm not going to talk about the 20% and the 2009 25% mentioned by the President lately. These parties exercise freely their activities, hold meetings, etc. Also, the steady increase of associations and the number of associations witness or bears witness to the determination to strengthen the role of civil society in Tunisia, because we believe that civil society is a central feature of any democratic political order, to the extent that it is made up of areas of social life, the domestic world, the economic sphere, cultural activity, and also political interaction. Women represent an important faction of the Tunisian society that takes part in the democratization process. Again, the indicators here are really important. 1/4 of the working population are women, 22.7% of MPs are women, and here these women have chosen to enter the world of politics. True, there is a quota system within the party. This is affirmative action given the cultural and historical background of this country. Without the affirmative action, women probably would not have been able to find their place in politics. The same thing with education, professors at the university, etc. And needless to say that the status of Tunisian women is unique in the region. The third principle I will talk about is promoting democracy and protecting human rights. And these have been put on top of Tunisia's political agenda, and towards this end, a series of reforms that provide the legal framework for progress toward democratic goals, such as the rule of law, accountability, and responsiveness, have been introduced. Free multi-party elections took place in 94, 99, 2004. A law was enacted in 97 on public financing of political parties to increase their resources. Also, the Constitution was amended in 97 as to widen the scope of the referendum as a manifestation of the people's direct exercise of their sovereignty. So these reforms and others have contributed to strengthening democracy and establishing political pluralism, which has become an irreversible choice. Let me say that we, as Tunisians, have adopted a consensual democracy to prevent political polarization, because Tunisia cannot, as a small country with scant resources and in a delicate, if not difficult, regional environment, afford turbulent democratization and the chaos of financial disputes and factional disputes, and personal antagonisms. It cannot also afford a democracy based on money, and candidates in politics or civil society actors have to serve the interests of the people, not of big political donors, corporate bosses, and pressure groups. Also, in the area of civil rights, lots of things have been done. Tunisia ratified without reservations the 1988 UN Convention Against Torture, and following this, the Penal Code was amended by adding provisions defining the crime of torture. And since 2005, the International Committee of the Red Cross has been allowed to visit prisons regularly. Also, Amnesty International has opened an office in Tunisia, and the first and the only such office in an Arab country. All this was reinforced lately when President Ben Ali
in his address to the people on November 7, 2007, when he announced that a bill will be presented to Parliament to consolidate the judicial guarantees offered during the period of custody by establishing the obligation for the judicial party to justify the decision to extend the period of custody, thus confirming the exceptional character of preventive custody. You know very well that the Constitution guarantees freedom of religious faith and worship. The Tunisian legislation prohibits incitement to religious or racial hate, and the education system promotes the values of religious and racial tolerance and gender equality. Talking about freedom of expression, we have access to 950 foreign magazines and newspapers. More than 50% of Tunisian homes have satellite dishes and therefore have access to various sources of information. All opposition papers offer critical coverage of the government politics without, or policies without ever being pulled out of the market during the last few years. Tunisia has been online since the mid-90s. Lots and lots of reforms in this area of human rights have been introduced, and this clearly shows that Tunisia is a model in the Middle East and an incubator of moderation, openness, modernity, and tolerance. All this being said, we do not pretend to be a paragon of democracy, nor do we claim to be above criticism. And Tunisia's democratic process is barely 20 years old. Before that, we had other priorities, including women's emancipation as an economic and a social necessity, reducing the rate of illiteracy, family planning, etc. And no one can deny that the path from democratization to consolidation is long and winding. Consolidating democracy, the rule of law, and promoting human rights is a never-ending process. And let me say that the mechanisms and competent state institutions are surely in place, but they need time to take root and to fully develop into a culture. You know, democracies like Great Britain had to wait more than a century to achieve mandatory schooling for all, more than a century to achieve a real and multiple parliamentary representation, and more than a century to achieve an independent judiciary. I would like to conclude by saying that outsiders can rarely have a huge effect on the choice of our trajectory. But upon occasion, they can support the efforts to create favorable conditions for the consolidation of democracy. The main drivers of democratic development are generally internal rather than external. The key to consolidating democracy is the presence of moderate groups that can be implementers of reforms, not dangerous democratic activists who may provoke a rapid descent into the chaos of mass politics. Thank you. Thank you for sticking to the time as well. I'm afraid that because you've mentioned Amnesty International, I also have to correct one thing, is that Amnesty International has a section in Tunisia, but it does have a section in Morocco as well as in Algeria, and an office in Beirut. And like other human rights groups, Amnesty International is also exposed to all sorts of pressure and harassment. And 2 years ago, at the annual meeting of the Tunisian section, our colleague from the Swiss section was expelled from Tunisia. And then the chairperson of the section was summoned and interrogated and detained for a few hours. And last year, again, there were some incidents, and it's very traditional and very typical to some extent. You can't find a room where to organize the meeting, and I do appreciate that Amnesty International is and remains in a very privileged situation compared to the situation many other groups are faced with. You insisted a lot on human rights, so maybe Ziad, you can give us a different view on freedom of expression and freedom of association in Tunisia.
سيداتي سادتي مساء الخير. Je vous ai juste salué, c'est bien. C'est un vieux réflexe de vieux professeur d'arabe qui tient à faire entendre la musique de notre belle langue. Et maintenant, je reviens aux choses des droits de l'homme. Je voudrais dire à Madame Benarab, il faut qu'on soit courageux d'annoncer ce qu'on est. Vous êtes là parce que le régime tunisien a demandé à ce que vous soyez présente. Vous n'étiez pas programmée. Et d'ailleurs, même si on dépasse cela, votre discours ressemble à s'y méprendre à ce discours de propagande qu'on inflige à longueur de journée aux Tunisiens, lecteurs de journaux ou téléspectateurs. Bon. Je reste toujours avec Madame Benarab. Tout à l'heure, j'ai eu une réflexion lorsque je l'ai vue, lorsque je l'ai connue. J'ai dit, tiens, cette jeune femme, elle pourrait être ma fille. Et j'ai dit, les rôles sont vraiment renversés. Au lieu que ce soit moi qui m'agrippe à ce qui existe, parce que les vieilles personnes ont personne du changement, ben, c'est moi qui demande les changements et c'est elle qui se complaît dans ce qui existe. Mais après une grande réflexion, je me suis dit qu'il y a une explication à ça. Moi, je suis trop vieille, je dois avoir la liberté maintenant ou jamais, mais elle est assez jeune pour l'avoir et elle changera peut-être de position. C'est très fréquent chez ces gens-là. D'ailleurs, ils seront les premiers à dénoncer M. Ben Ali après son départ, que j'espère de tout mon cœur, que j'espère proche. Bon, revenons à mon intervention. Je l'ai intitulée « À chacun son 11 septembre ». Parce que je rappelle le titre de ce panel. C'est « Guerre contre l'extrémisme islamiste » ou « Guerre contre les libertés ». Et cela implique que je mets la question du Tunisien dans son contexte mondial. Bon, lorsque j'ai choisi cette appellation, je ne voulais pas exactement parler du drame sanglant qui a touché les États-Unis en 2001. Je voulais parler du phénomène, du syndrome du 11 septembre qui a précédé le 11 septembre, c'est-à-dire le fait de s'emparer d'un événement fâcheux et de l'instrumentaliser pour tuer encore plus d'innocents et pour s'en prendre, surtout pour s'en prendre aux libertés qui n'ont rien à voir avec les extrémismes, même si des gens veulent faire croire le contraire. Bon, notre 11 septembre à nous, c'était le 7 novembre 1987. M. Ben Ali s'empare du pouvoir, il fait un putsch médical, il renvoie Bourguiba aux oubliettes et tout le monde presque l'applaudit, sauf moi. D'ailleurs, il a arrêté le journal Rai, c'est la première chose qu'il a faite. Parce que j'ai écrit un article où je dis il faut se méfier de ce monsieur. C'est un policier et ce n'est pas parce qu'il a promis de remiser ses bottes de policier qu'il va devenir démocrate. Bien. J'ai dit que tout le monde y a cru pour deux choses très importantes. Il faut dire aussi, il faut reconnaître que M. Ben Ali, l'avènement de M. Ben Ali, était accepté parce qu'on ne pouvait pas avoir autre chose. Bourguiba avait tellement pratiqué la politique de la terre brûlée qu'il n'y avait aucune possibilité de changement démocratique ou ressemblant à un changement démocratique. Mais aussi pour deux raisons majeures. Le fameux manifeste de M. Ben Ali, où il promet justement la chose qui prenait le plus à cœur en ce temps, les Tunisiens, la liberté. Et il promettait autre chose très importante aussi, c'est de pacifier le pays en résolvant le problème islamique de la meilleure façon. D'ailleurs, des responsables ont dialogué avec les islamistes et les dialogues étaient en cours pour leur donner, et on leur a donné un journal et l'autorisation du parti devrait suivre. Bon, après cela, il y a eu 2 années d'embellie.
même s'il y avait d'incidents, ce qu'on a considéré comme des incidents de parcours, tels que l'arrêt du journal Al-Ra'i, dont je parlais tout à l'heure. Après commence vraiment la répression massive, pas seulement des islamistes qui ont été massacrés avec des procès où on ne respecte pas le droit de défense, avec la torture. Omar vous montrera tout à l'heure des preuves, puisque vous voulez des preuves de l'existence de la torture. Bon, ça c'était le dossier islamiste où l'on a pris les gens. Moi j'avais des étudiants, j'avais des élèves qui étaient des gens, tout ce qu'il y a de plus normal, et qui se sont trouvés en prison. Ils ont passé des années ou bien des mois, ils ont été relâchés sans trop savoir pourquoi, ni ils ont été torturés. Bon, ça c'est pas le propos. Mais les plus grands assauts ont été faits à l'encontre des libertés. Et là, je vais parler de la liberté d'expression et de la liberté d'association. La Tunisie de 1987 était certainement mal à l'aise. Mais ce malaise ne s'est pas reflété sur certains points très positifs que la société civile a pu installer, tels qu'une presse relativement libre et indépendante, une vie associative leader de la région. Mokhtar, vous parlez tout à l'heure de la Première Ligue, des premiers, etc. Donc, c'était... Bon, il y a eu un affaissement au dernier jour de Bourguiba, mais ça restait quand même. Monsieur Ben Ali, lorsqu'il a mis sa machine répressive en marche, s'est attaqué à ces deux cibles très importantes pour lui, car il voulait le silence, et le silence absolu. Pour la presse, il l'a réprimé de plusieurs façons. Il y a eu les journaux qui ont été annexés, tels que tous les journaux existants à ce moment-là. Et en réalité, Jeune Afrique, ils feront partie maintenant des 100 et quelques ou 200 et quelques je ne sais quoi journaux qui encensent M. Ben Ali, et maintenant ils sont passés à Saddam, à faire valoir, à vendre l'image aussi de notre première dame. Je vais en parler aussi. Bon. La presse, donc, des journaux annexés. D'autres dérangés. Tout à l'heure, on parlait de quelques journaux qui paraissaient. C'est vrai, il y a Al Mawqif, At-Tariq Al-Jadid, et il y a Mouatinoun. Mais dans quelles conditions ces gens-là parlent? Par exemple, ces gens-là, on leur permet de paraître parce qu'ils ne parlent pas, ils s'interdisent de parler du bateau volé par M. Ahmed Trabelsi, neveu de Madame la Présidente. Ils ont des lignes rouges, ces journaux-là. C'est pour ça qu'on les laisse parler. Ils ne parlent pas de l'illégitimité de M. Ben Ali. Ils ne parlent pas des dépassements, de la torture, comme on aurait parlé. Bon. Et puis, ces journaux, même avec le minimum de liberté qu'ils exercent, ils sont poursuivis. On harcèle les vendeurs dans les kiosques, de les mettre dans l'arrière-boutique, de ne jamais les exposer dans le montroir. Et il y a des vendeurs à qui on a fait peur et qui ne veulent plus de ces journaux-là. Bon. Reste autre chose. Les journaux auxquels on n'a pas permis d'exercer. Par exemple, avant de sortir Kelima sur Internet, nous avons demandé plusieurs fois d'avoir l'autorisation.
Et une fois, on était dans une grande délégation. Il y avait des militants de l'intérieur comme de l'extérieur. Mokhtar était avec nous. Et on est allé au ministère on nous a dit non. Il faut aller au gouvernorat. J'ai dit mais non, on est allé au gouvernorat. Ils nous ont dit que c'est au ministère. Après, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Le responsable, il s'est enfermé dans son bureau. Le pauvre, et je suis sûre qu'il n'y a pas d'autre porte. Il est resté, il s'est fait emprisonner parce qu'il ne savait pas quoi nous dire. Ici que nous avons raison de demander une autorisation pour paraître, pour faire lire aux Tunisiens de belles choses. Moi, je peux faire lire aux Tunisiens de belles choses. Et je suis sûre que si j'écris régulièrement dans un journal, il sera très très bien vendu. Excusez du peu de modestie. Hein? Bon. Parlons aussi, c'est la moindre de mes qualités, oui. Parlons aussi du calvaire subi par les journalistes. Madame, quand vous parlez du respect des femmes, vous avez devant vous une femme à qui on a fait un montage pornographique. Grand-mère, et vous n'avez pas vu la détresse de mes enfants et de ma famille. J'espère que ça laissera une trace dans votre conscience, si elle existe encore. Je suis désolée, parce que nier comme ça la douleur des jeunes terroristes, entre guillemets, que M. Ben Ali attrape pour faire plaisir à Bush, et dont les parents restent sans nouvelles pendant des mois. On ne leur dit même pas qu'on a attrapé vos enfants. Si vous les voyez, peut-être, madame, vous ne serez pas déplacée pour Washington. Vous nous auriez laissé tranquilles. Bon, la liberté d'association, bien sûr, c'est l'autre témoin dont il faut se débarrasser. Car une association, ça peut apprendre aux citoyens à être citoyens, à ne pas accepter les injonctions arbitraires de la police. Ça peut lui apprendre à refuser la gifle qu'il reçoit dans la rue. Oui, j'ai vu des agents gifler un jeune homme dans la rue et le tabasser parce qu'il avait une belle moto. Et c'était insupportable pour eux, qui vivent dans la misère, ces gens-là. Je les plains un peu. Eux non plus, ce n'est pas le paradis pour eux. Vous voyez, c'est un régime qui nous monte les uns contre les autres, on s'entremange, on se bouffe le nez pour protéger une bande mafieuse. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un régime politique. Bon, les associations. Bon, la Ligue, Mokhtar vient de vous faire l'exposé. Alors moi, je vais parler des associations qu'on essaie de s'annexer, telles que l'association des magistrats. L'association des magistrats avait son bureau légal, mais non, il ne doit pas avoir son bureau légal. Il faut qu'il soit à la solde du RCD, le parti au pouvoir, et du pouvoir. Et alors, ils ont fait un putsch. Ils ont vraiment fait des choses comme les bandits. Ils sont venus dans les locaux, ils ont changé les serrures, comme les bandits. Ou bien comme les gens qui vont divorcer et qui ne sont pas civilisés, parce que les gens civilisés divorcent de façon civilisée. Ils sont venus et ils ont changé et puis ils ont organisé des élections avec des magistrats, les pauvres, qui grelottaient, qui avaient froid au dos, parce que c'est le khobza, comme on dit en Tunisie, le pain. Hein? Ou bien c'est la mutation abusive. Et ils ont fait des élections à la tunisienne. Donc on a un président de cette association qui est aussi légitime que M. Ben Ali. C'est-à-dire pas légitime du tout. Bon, d'autres associations quand même résistent. On va parler de l'ordre des avocats qui se battent très bien. Mais ils ont récupéré beaucoup d'associations et de syndicats. L'UGTT, la plus grande succursale syndicale
qui était la gloire du pays. Elle s'est associée au mouvement contre la colonisation. Maintenant, elle fait partie des 8000 associations fantoches qui envoient des programmes de soutien, qui supplient Monsieur Ben Ali de se représenter. Il n'a pas encore répondu. J'espère qu'il ne va pas les décevoir. Je suis sûre qu'il ne va pas les décevoir. Bon. Ils ont même essayé d'avoir une petite association des amis des oiseaux. Heureusement qu'ils ont refusé. Vous pensez bien, les oiseaux ne vont pas se laisser encager. Et le sort qu'on inflige aux activistes tels que le CNLT, tels que Monolpec, que je représente, c'est un observatoire de la liberté de presse, d'édition et de création. Car il faut que vous sachiez, messieurs, dames, que nous ne sommes pas des outsiders, madame. Nous sommes les enfants de ce pays et nous sommes les enfants des grands militants pour la libération de la Tunisie. Et on est légaliste. On est tous allés dans les bureaux de l'administration, gentiment, poliment, d'avoir l'autorisation pour une association ou pour... Mais non. Et on ne veut pas de nous. Nous dérangeons, bien sûr. Nous dérangeons. Car ce qui se fait, la fange qui est en train de submerger notre pays, et la corruption, le népotisme de la famille, tout ça demande du silence, demande beaucoup de silence. Taisez-vous, laissez-nous piller la Tunisie avec ses grands potentiels de départ, parce qu'on était bien partis. Avant les dernières années de Bourguiba, on était bien partis. C'est vrai, avec le statut envié des femmes tunisiennes, avec l'éducation. Et maintenant aussi, laissez-moi, madame, vous parler un petit peu de l'éducation, je vais vous répondre. Je suis professeure agrégée dans les lycées tunisiens. J'y ai passé 33 années. Et j'ai dû démissionner, non pas parce qu'on a arrêté ma promotion, non. Vous êtes mal informés, mais parce que j'en ai marre de voir ce bel édifice construit par nous et par nos pères et par les pions de la période post-coloniale qui s'écroule sous le pouvoir d'un régime médiocre qui est contre la culture et qui est contre l'intelligence. C'est un régime que l'intelligence dérange. Alors, je vais terminer par une circonstance aggravante. D'accord. Il y a nos petits trucs tunisiens, arabes, des trucs hérités, qu'on a plus ou moins, des complexes qu'on a plus ou moins liquidés, mais il y a aussi un contexte international qui nous enfonce encore plus. Je vais attaquer les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux le porte-drapeau de ce phénomène, de ce fléau. Que voulez-vous qu'une presse aux ordres me dise quand j'écris un article sur les prisons tunisiennes alors qu'il y a Guantanamo et Abu Ghraib? Ceci dit, dernièrement, il y a un revenant de Guantanamo qui a gagné la Tunisie. Raouf El-Ayadi, son avocat, l'a vu quand il pouvait voir ses clients parce qu'on vient de l'empêcher. Il lui a dit, en 4 jours dans la prison tunisienne, j'ai vu plus que je n'ai vu en 5 années dans la prison de Guantanamo. Mais, quand même, que voulez-vous qu'on nous dise sur le respect des droits humains, de l'intégrité du corps humain, de respecter les libertés, alors qu'un grand pays géant s'attaque à des innocents, tue des enfants, et tout le monde presque s'était, et notre régime le soutient. Car il ne faut pas oublier, messieurs, dames, que le régime de Ben Ali, ce n'est qu'un petit sous-produit de la politique occidentale, raciste, qui consiste à dire la liberté
c'est pas bon pour les nègres. Alors, je passe à la dernière chose. J'appelle tous les gens qui veulent aider la Tunisie. Je les appelle à cesser une fois pour toutes de nous dire vous mangez, vous allez à l'école et ça va très bien. Non, messieurs, dames, nous voulons manger et nous voulons la liberté. Est-ce que c'est trop vous demander? Je ne pense pas. Merci. Pour répondre en partie à ce que vous avez pu dire, vous avez dit « je voudrais vous parler de faits ». Alors, je voudrais vous opposer d'autres faits. La Tunisie est partie au pacte international sur les droits civils et politiques. Le pacte international reconnaît la liberté d'expression et protège la liberté d'expression et la liberté d'association. Le pacte, d'autre part, garantit le droit à un procès équitable, ce dont Mourtar va nous parler, et ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il existe un certain nombre de standards internationaux. Donc là, j'ai une question de fait à vous poser. C'est un test objectif. La Tunisie respecte-t-elle ses obligations internationales en matière de droits de l'homme? J'ai une deuxième question à vous poser. Il existe un certain nombre d'experts des Nations Unies en matière de droits de l'homme, tels que le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, le rapporteur spécial sur la torture, le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et avocats, la représentante spéciale du secrétaire général sur les défenseurs des droits de l'homme et le rapporteur spécial sur le contre-terrorisme, qui ont tous demandé à visiter la Tunisie et qui se voient tous nier l'accès à la Tunisie. Donc là, ce sont des faits que je porte à votre attention et j'aimerais avoir vos commentaires. As you like. Tout de suite. Allez-y. Est-ce que vous me permettez, Madame la Présidente, avant de passer à Madame Benarab, de lui rappeler que ces engagements sont contenus dans un document officiel que j'ai devant moi, qui est daté, envoyé par la mission permanente de la Tunisie aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies, le 8 mai 2006. C'était la candidature de la Tunisie au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans ce document volumineux, tous les engagements que vous venez de citer existent bel et bien. La Tunisie a fait une année au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle n'est plus membre, mais aucun, je dis bien, aucun des engagements pris dans ce document, daté du 8 mai 2006, n'a été réalisé, y compris la liberté qui devait être donnée aux rapporteurs spéciaux de venir en Tunisie. Ma Ligue avait invité, par exemple, en Tunisie, Madame Ina Gilani, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains. Elle est venue en Tunisie à l'invitation de la Ligue. À cette époque-là, on lui avait promis, c'était en 2005, on lui avait promis qu'elle reviendrait officiellement dans le cadre de sa mission. Elle attend toujours l'invitation. Elle a renouvelé la demande, elle attend toujours l'invitation. Donc, le gouvernement tunisien, je peux dire, à partir des engagements qu'il a pris, qu'aucun de ces engagements n'a été honoré. C'est ce document. Il est avec le tampon officiel du gouvernement tunisien, malheureusement. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Benarab, si vous permettez. Deux petits points positifs, cependant. La Tunisie a soumis son rapport à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et a soumis son rapport au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, mes collègues sont actuellement à Brazzaville pour l'examen du rapport de la Tunisie. Donc, Madame, si vous voulez réagir. Okay, I'll try to answer some of your questions. First of all, I'm really surprised at the reductionist attitude of my compatriots, as well as some of those who spoke this morning. In fact, reducing all that
Tunisia has achieved to what happens to a few people, and by the way, they are always the same, who have problems, most of the time of their own making. I'd like to say something, that human rights activism in Tunisia is specific, because human rights activism, or the issue of human rights, is instrumentalized by some people who call themselves human rights defenders, some people who earn a living from using human rights, and these people have a hidden political agenda. And one of the characteristics of being part of civil society is to be impartial and neutral. We recognize what has been done, but we always say that there are lots of things to be done in this specific area of democracy and human rights. I mean, I would like you to notice with me the negativity this morning of Mr. Marzouki and Madame, today now of Madame Rjiba. Everything is pictured in black. They want to demolish everything. And you know very well that in a globalized world, everything comes to the surface. Even in countries which are now still behind the Iron Curtain, we know what happens. And if such is the picture in Tunisia, it would have been known by then. These are the same people saying always the same thing. Also, I would like to say that talking about extremism, freedom of expression, and freedom of political parties formation like the Islamist Party, etc. As a woman, I feel this is the most threatening, the most dangerous assault on Tunisian women and society. And the fact that left-wing activists today defend Islamists gives you an idea of the degree, the extent of the credibility of this movement. They defend Islamists, and they take them for their words that they are going to use that they are going to play with the rules or by the rules of democracy. They will use democracy, that's right, to take over, and then they will destroy it. And I'm really afraid to hear, as I said, left-wing activists who combine efforts with the most dangerous force that might or that represent a threat to the Tunisian society. You asked me earlier about Mohamed Abu and Rahmouni. Let me say that all Tunisians are subject to the law, and human rights activists are not above the law. Rahmouni is an exercising judge, and he had to ask for authorization from the Minister of Justice and Human Rights, and he did not do that. Simply, he did not do that, and therefore he cannot travel. For Mohamed Abu, it's the same thing. This is a person who has been in jail, and now he's under house arrest, and therefore he cannot travel. So, house arrest, vous traduiriez comment en français? Or en parole, c'est en parole. Okay. Actually, I'm not a jurist, so these things probably, yeah. Yeah. Non, mais on va répondre, on laisse Madame finir et puis ensuite on répondra. Yeah, conditional arrest, okay. Vous avez dit, Madame, les défenseurs des droits humains. Actually, sorry, I'm not in a tribunal. I try to answer your questions. I know it is a debate. Like contradiction, and like debate and we exchange views. All right. So you've said human rights activists are not above the law. Yes. That request that the law is in accord or in line with international standards. And the UN principles and the independence of judges and lawyers. You can't prevent a judge from traveling because he's a judge. But then I'm a lawyer, so of course I'm going to be very picky. But Mukhtar, would you like to give ta présentation peut-être? Et puis ensuite on refait un débat. Oui. Mais je voudrais m'assurer que tout le monde a pu faire sa présentation. On peut faire un peu Mukhtar? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Merci.
Merci Madame la Présidente. Donc, qui est la réincarnation de Mohamed Abou. J'aurais bien voulu que Maître Abou et M. Rahmouni soient là parce qu'il aurait été plus loquace, plus percutant en vous parlant de la justice. Parce que l'un l'a subi, la justice, entre guillemets, Mohamed Abou l'a subi. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir écrit un article critiquant les prisons tunisiennes en les comparant à la prison irakienne sous la domination américaine, la prison d'Abu Ghraib. Il a écrit cet article sous le titre « Le Abu Ghraib al-Iraq et les Abu Ghraib tunisiens ». Donc, il a été condamné. Bien sûr, on vous dira tout à l'heure que Maître Abou avait agressé une consoeur. Bien sûr. Je prends la peine de vous éclairer un peu. Il y a eu une altercation entre Maître Abou et une collègue qui n'a pas atteint le degré qu'on a voulu bien lui donner. Le dossier a été transmis à la justice. Il a stagné pendant 3 ans parce qu'il n'y avait rien dans ce dossier. C'est après avoir écrit cet article que M. Abou se trouve devant la justice pour cet article et pour le fait anodin qui s'est produit entre 2 collègues dans la bibliothèque des avocats. Donc, et tout le monde s'est demandé à ce moment-là si cette agression, entre guillemets, de Abou contre sa collègue avait une réelle existence, était de cette gravité. Pourquoi on avait attendu 3 ans pour la sortir lorsque Abou écrit cet article? C'est la question que tout le monde s'est posée. Et de toute manière, ceux qui ont assisté au procès de M. Abou, de Maître Abou, et ils étaient nombreux, de partout, ont tous été d'accord pour dire que c'était une parodie de procès, et que c'était l'exemple type du procès non équitable. Les avocats, et j'en faisais partie, n'ont pas pu défendre Maître Abou devant la cour le tribunal de première instance, devant la cour d'appel non plus, à tel point que le président de séance, la présidente de séance à l'époque, avait ordonné, comme ça, de vider la salle, de faire un procès à huis clos. C'est pour vous dire. Et Maître Abou a passé 2 ans et 4 mois en prison. Il a été éloigné de sa famille, il était dans la prison du Kef. C'était aussi de la vindicte contre la famille. C'était pour obliger sa femme à se déplacer chaque semaine, pour amener la nourriture 1 fois par semaine à son mari. Pendant pratiquement toute la longueur de sa détention, Maître Abou n'a pas pu voir ses enfants de près. Il les voyait à travers 2 grillages. Maître Abou a été obligé en prison de se coudre la bouche parce qu'on lui interdit. Imaginez ce que c'est se coudre la bouche. Pas du scotch, mais avec du fil et de l'aiguille, et une aiguille. C'est parce qu'on lui interdisait tous ses droits. Vous comprenez donc que Maître Abou, s'il était là, il aurait été beaucoup plus percutant parce qu'il a vécu tout ça dans sa chair. Monsieur Rahmouni, qui n'est pas là non plus, il est le président légitime de l'association des magistrats. Cette association dont parlait Nazihad tout à l'heure, c'est une association, c'est un bureau qui avait été élu démocratiquement. Et ce bureau n'était pas connu, ni M. Rahmouni, ni les autres membres qui étaient avec lui, n'étaient pas du tout connus pour être des contestataires ou des gens opposants ou quoi que ce soit. Mais ils ont voulu jouer leur rôle tout à fait légalement et tout à fait modérément. Et quand est-ce que les choses ont commencé? C'est le jour, justement, c'est lié avec le cas de Maître Abou, c'est le jour où les membres du bureau de cette association étaient réunis. Lorsqu'ils ont vu devant leurs yeux, au palais de justice,
les avocats, dont le bâtonnier, se faire tabasser par la police parce qu'ils voulaient défendre devant le magistrat instructeur leur collègue Mohamed Abou. Ils ont entendu le bruit, les magistrats sont sortis, ils ont vu de leurs yeux ce qui se passait. Ils ont publié un communiqué pour dire que nous n'acceptons pas ça. Et à partir de là, a commencé leur calvaire. Le pouvoir a compris une chose, qu'il doit sévir rapidement, sinon une justice indépendante qui commençait à pointer à l'horizon menacerait tout l'édifice qu'il avait édifié et qui était basé sur une justice non indépendante, donc qu'il peut faire, lui, en tant que régime, et les gens qui tournent autour de ce régime et des personnes privées, pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, pouvaient piller tant qu'ils voulaient, pouvaient tabasser, pouvaient torturer tant qu'ils voulaient, en silence et sans être inquiétés parce que la justice est sous les ordres. Donc lorsqu'il a vu que les magistrats pouvaient commencer à avoir une autre opinion, à agir autrement, il a sévi. Et là, lorsqu'il a sévi, il n'a même pas pris les formes. Il ne s'est pas soucié de faire ça dans les formes plus ou moins légales. C'était clair. Ils sont allés changer les serrures du bureau de l'association. Ils ont appelé à une assemblée générale par des gens qui n'avaient pas qualité à appeler à une assemblée générale. Vous comprenez tous, beaucoup d'entre vous du moins, font partie d'associations. Qui a l'autorité d'appeler à une assemblée générale d'une association? C'est son bureau légitime. Or, ce bureau, il n'y avait pas de jugement qui l'infirmait, qui le dissolvait, par exemple. Donc c'était le bureau légitime, il était le seul, suivant les statuts, à appeler à une assemblée générale. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de la Justice a nommé un bureau fantoche qui a fait une assemblée générale fantoche et qui a installé un bureau fantoche. Et qu'est-ce qui s'est passé pour M. Rahmouni et les autres? Ils ont été renvoyés à l'intérieur du pays. Dans ce bureau, il y a plusieurs femmes. Comme si, ce que disait Erdija ce matin, lorsque en Tunisie le pouvoir parle de droits des femmes, on dirait que c'est de la vénération. Mais là, lorsque les femmes ne sont pas dociles, elles sont punies. Les magistrates, elles ont été renvoyées, quelques-unes à plusieurs centaines de kilomètres de chez elles. Par exemple, la secrétaire générale, Mme Wassila Kaabi, elle a été envoyée à Gabès, une autre à Kérouan, une autre à Kasserine, sans se soucier de leur situation familiale. Et c'est seulement en punition pour elles d'avoir osé défier, entre guillemets, la situation régnante. Donc, et depuis, les magistrats ne peuvent plus exercer leurs droits et leurs devoirs. Et permettez-moi, madame, de vous dire que vous n'êtes pas informé. Monsieur Rahmouni a demandé l'autorisation de pouvoir voyager. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a convoqué à l'inspection générale du ministère de la Justice pour lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux aller faire? Tu veux aller dénigrer la Tunisie? Donc on ne lui donne pas cette autorisation. Madame Wassila Kaabi, lorsqu'elle allait en 2005 à Budapest pour assister au congrès de l'Union internationale des magistrats, elle avait demandé l'autorisation. Elle ne l'a pas eue. Madame Wassila Kaabi et Kalfoum Kanno, lorsqu'elle voulait aller en septembre dernier à Paris pour le groupe de justice du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, elle avait demandé l'autorisation. Elles ne l'ont pas eue. Vous me dites c'est la loi, mais la loi qui est faite comme ça pour empêcher des gens de se déplacer, normalement on ne l'accepte pas. Au moins on demande à ce qu'elle soit réformée. Parce que la liberté de circulation est une liberté fondamentale. Et les premiers qui devaient
jouir de cette liberté, ça doit être normalement les avocats, les magistrats. Donc, c'est la situation de l'association des magistrats et du bureau légitime. Je vous parle maintenant d'autre chose. Encore? Oui, si vous permettez. Alors, attendez, je vais intervenir. J'ai un... D'accord. Oui, je termine dans 2 minutes. D'accord. Dans ce cadre de la justice, partout dans le monde, lorsqu'il y a une plainte de quelqu'un, elle est instruite. Même pour arriver à la fin, pour dire, elle est classée. Le malheur, madame, c'est que chez nous, il y a des dizaines et des dizaines de plaintes qu'on n'enrôle même pas. On ne veut pas l'enrôler. Et c'est connu en Tunisie, nous avons la liste, on peut vous la communiquer. Et même si on l'enrôle, on ne l'instruit pas, elle reste en l'état. Par exemple, les tabassages de militants, dont moi-même, les plaintes que nous avions déposées, elles n'ont jamais bougé. Et je voudrais bien, madame, puisque vous êtes parlementaire, que vous posiez la question à monsieur le ministre de la Justice au cours des prochaines discussions budgétaires. Et je peux vous communiquer, voilà, il y a beaucoup de témoins, je peux vous communiquer la liste avec les numéros des affaires devant le parquet de Tunis. Vous pouvez demander au ministre de la Justice, monsieur le ministre, j'ai une liste, pourquoi ces plaintes n'ont jamais été instruites. Moi, je dis, bon, généralement, comme je l'ai dit, on instruit, puis on dit, bon, il n'y a pas de preuve en classe. C'est la moindre des choses. Toutes les plaintes pour torture déposées par les avocats au profit de leurs clients qui sont dans les prisons n'ont jamais été instruites. À part une ou deux. Et vous connaissez dans quelles conditions moi j'étais l'avocat de quelques-uns. Donc, c'est ce que nous demandons. Ce que la justice soit faite. Mais le problème, c'est que la justice, elle est prompte. La justice, toujours entre guillemets, elle est prompte à réprimer les militants. Elle est prompte à dissoudre les associations. Elle est prompte à rendre des jugements pour interdire ça et ça. Mais elle est totalement absente lorsqu'il s'agit d'instruire les plaintes pour sévices corporels, pour atteinte aux droits humains. Donc, c'est une justice juste qu'on veut. Merci. Je vous remercie. Un instant. Petit problème de logistique. On était censé faire une pause à 14h30 pour reprendre à 14h45. On est déjà 7 minutes en retard. Je crois que madame, on a posé un certain nombre de questions à madame et c'est tout à fait juste que Amna puisse nous répondre. Par conséquent, je me tourne vers vous. Comment? J'ai une réflexion. J'ai dit si elle nous parle en français, c'est que... Je préfère parler en anglais. Voilà. Et madame a dit, je ne dois pas vous gêner, mais I've been to the United States before. I know the United States and I had my studies here. So I'm not bothering you, I hope. لا أكيد أنك جيت أنت بالذمة. Ça complique. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Donc je prends une série de questions. Moi aussi, je voudrais répondre à ce qu'elle a dit. Je ne peux pas faire... Je prends une série de questions. Donc on ne fait pas de pause. On est en retard. Et tout le monde est responsable. Peut-être, avant de prendre les questions, des réactions de la part des panélistes, en ne vous prenant pas nécessairement à partie, mais les uns les autres, mais en répondant sur la substance. Oui. Et puis ensuite, je prendrai des questions. Je vois votre... Non. Non, mais on favorise le débat. On est dans une institution académique, monsieur. Should not be biased anyway. Pas du tout. Alors expliquez-moi ce qu'il faudrait faire, monsieur. Can I have my question, please? Can I have my question? Okay. Would you like to add anything? Yeah, I'm going to ask a question. This is Mohammed Tam. I'm from Tunisia. You know, talking about dictators and dictatorship,
it's very oppressive and depressing. But my question is for the young lady, whatever her name, the Ben Arab. Yeah. She lifted up my mood by her joke. I would call it anecdotal joke by saying two things. First, she doesn't represent the regime in Tunisia. And second, she represents the people of Tunisia. Of course, that's what Ben Ali says, for 20 years. Can you please continue the joke and tell us about your electoral campaign? Based on what you ran? I mean, that's for you. My other question for the other panelists. We're tired, we all know, I mean, in this descriptive mood of what's happening in Tunisia, what's next? What's the alternative? And how we can, go ahead. Thank you. Thank you. Okay, can we take a series of questions? Please go ahead. Yeah, please. Yes, my question, I would like to address my question to Madame Ben Arab. You are very smart, I believe you are very smart. And you talked about the concessional democracy. I am professor of political science in this prestigious university. I never heard about this concept. Could you please tell us more about this concept? My first question. We cannot generalize the concept of Islamist movement. You know that this is, I think, functional concept. We should go beyond. You know, this is a broad array of movement, from Yusuf al-Qaradawi to Tariq Ramadan, or from Yusuf al-Qaradawi to Taliban, including Tariq Ramadan. And would you please define this concept of Islamist movement? Do you know, if you read several scholars in the 19th century about Sunusiya, about Qadiriyya, you can find that at this time, the same language that our time, the Bin Ladenization of the Islamist movement. Thank you very much. Alors, je vais prendre 3 questions et ensuite les panélistes répondent. Madame, monsieur et monsieur là-haut. Oui, donc docteur Ben Abdallah, cette fois-ci en français, chercheur en sciences politiques. Je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait se procurer les chiffres que Madame Ben Arab a donnés sur la transparence et la corruption et nous dire plus précisément le rang de la Tunisie au-dessus de certains pays européens. J'aurais bien aimé avoir quelques précisions. Merci. Merci. Well, I wanted to correct what Mrs. Ben Arab said about the Transparency International assessment of corruption in Tunisia. I'm not sure you visited the website of Transparency International, because if you visit, you would realize that Tunisia is way behind Arab countries like Kuwait, the United Arab Emirates, Oman, Qatar, and Jordan, and that Tunisia has been losing ground as far as transparency over the past years. I mean, if you take a look at this list, and you would find that, for instance, Norway ranks first and other European countries, but you would not say or pretend that that Tunisia is doing better than other Arab countries. I'm sure you did not the research, and I feel sorry because you look smart and you could have done the research yourself. Okay. Can I answer him, please? I'll take a last question and then you answer. Sorry. Okay, she will respond to that later. You had a question and then the panelist will answer.
It's a short question to the representative of the Tunisian government. You responded to our prestigious speaker from Tunisia, but also from the US, by saying that they want to demolish everything, that they are reductionists, and so and so. But what we have heard, this morning and later on is not very different from what we read in the UN human rights bodies reports, in the US State Department report. So I would like to ask you if also these institutions want to demolish everything in Tunisia and are also reductionists. And I also have a specific question, because when I was in Tunisia in May, by the way, my name is Habib Nassar and I'm from Human Rights First. We went to visit two of the speakers on this panel, Mrs. Naziha Arjiba, and her house was surrounded by at least 40 plainclothes police officers. And when we went as if she was, this big terrorist, because you are claiming that this leftist people are supporting terrorism. So if you could perhaps explain to us why there was this massive presence of police officers around the house of Ms. Naziha Arjiba. And for Mr. Trifi, when we went to visit him, we were accompanied by Tunisian human rights activists and journalists who was prevented from going with us and entering the offices of the LTDA. So perhaps you could explain to us, are these people terrorists? Are they promoting terrorism in Tunisia? That's why they are targeted as they are. So thank you very much. Thank you. I won't take any questions for the moment. The panelists will answer. Would you like to start, or who would like to start? Okay. I start with the last question. So all these reports talking about Tunisia, I'm not saying that everything is perfect. I'm not saying that there are no violations. There are violations. There could be violations, but many of them are isolated cases, and we cannot all the time accuse the government to be supporting this. I mean, lots of human rights violations occur in the United States. Not only today, not only after 9/11, from all of us remember the Red Scare 1, the Red Scare 2, McCarthyism. Now, lots of people are harassed and human rights violations exist. And no one say that the White House is behind that. Why? It is said that the Tunisian government and the Tunisian president and the Tunisian government in general is behind this. First. Second, these reports listen to one side most of the time. This risks to happen today. Okay? I'm sorry again if I bothered Ms. Arjiba to be here, but one of the basic foundations of democracy is to listen to both sides. And I will invite you, and I'll say, come and see for yourself. And as I said earlier, if this is the picture is as black as it is presented by my compatriots, then things should have been known by now. This is one. Two, about transparency. I'll refer you to a book written by Antoine Sfer, and it is entitled Tunisie, Terre de Paradoxe. And this is not his interpretation. I got the information from that book, and it says that Transparency International ranked Tunisia second, not in all Arab countries, I said non-oil-producing countries. Okay? It is number 39 out of 146 countries at the international level. You want me to mention some countries, EU countries like Hungary, Italy, Greece, the Czech Republic, etc., and other countries. Okay? So this is another thing. Consensual democracy. Well, consensual democracy started with the National Pact.
and all of you know, have an idea about the National Pact, in which Tunisia's 7 political parties, the representatives of the business community, the trade unions, the human rights organizations, the lawyers guild, the farmers associations, and the National Women's Organization were joined, and all of them participated in writing this document. And this document established standards for democratic political behavior and emphasized commitment to national interest, openness, and tolerance. As I said, in a country like Tunisia, with its limited resources, with the neighbors it has, Tunisia cannot afford the cost of a turbulent democracy. Algeria is still crippled by the decade of civil war. We cannot afford that. We had made so many gains, and we are not ready to allow these gains to disappear. Talking about the Islamist movement, you want a definition of the Islamist movement? I mean, what I will tell you is that, and this morning some people talked about moderate Islamist movement. Do you consider burning people alive a type of moderation? Do you consider it can be with Islamists, it can't be democracy. It is an autocracy. Why? Because these people advocate the implementation of Sharia, and I'm not against Sharia. Sharia is the interpretation of the Quran at a particular time in a particular context. Things should change. The interpretation and the reinterpretation of the Quran and of religion should be done now in this new context. And as you all know, the Constitution prevents the formation of political parties on the basis of religion, race, gender, etc. Asking for a religious political party in Tunisia or anywhere, I guess, is like asking, today someone talked about Nazis, I would like asking to have fascist political parties in Europe today, okay, which Europeans and no one is going to accept. We do not accept simply because this represents a threat to a liberal society and a society in a democracy in the process, in the construction, in the making. Thank you. Thank you. If quick comments from the panelists and then a break. Oui, mais je vais pas être longue, mais ah d'accord. Bon, je veux rebondir par rapport à quelques points et rapidement. Madame a dit c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses. C'est vrai, parce que la facture est tellement lourde que personne n'ose approcher ces zones de se mettre en face de cet État policier. Parce qu'ils savent que la punition, elle peut aller de la voiture cassée à l'autre voiture dans le... Et, ils sont géniaux. Ils mettent du sucre dans le réservoir de nos voitures. C'est gentil. C'est très intelligent et c'est surtout d'un niveau extraordinaire. Bon, il y a la punition collective. Les enfants de militants sont punis. Les voisins, parfois. Alors, qui va oser s'approcher? Et pourtant, il y en a quelques-uns qui osent. Jusqu'à l'année dernière, ou 2 années en arrière, on n'entendait pas parler de Slim Bourdir, le journaliste Slim Bourdir. Eh bien, maintenant, c'est un journaliste qui écrit des articles intéressants, qui essaie de publier partout, de parler partout, et qui a été privé de son travail. Sa maison a été saccagée
Actuellement, il est en grève de la faim avec un autre activiste, M. Mohamed Nouri, président d'une association, à cause des passeports. C'est pas vrai, on n'a pas dépassé la question des passeports. Donc c'est pas du tout aisé d'être activiste, car voilà ce qu'on risque d'avoir. Habib Nassar, vous parlez tout à l'heure. Voilà les preuves, monsieur. Ça, c'est devant un local. Regardez les têtes gentilles qui sont devant chez moi, des policiers. Ça, c'est Rabia Nasraoui qui a voulu sortir protester contre l'invitation de Sharon. Elle a failli mourir. Ça, c'est devant notre Conseil national de liberté. Même les voisins sont gênés. Parfois, on demande aux voisins de montrer leur carte d'identité pour pouvoir entrer. Donc, c'est normal qu'on... Mais par contre, il y a des rangs qui sont en train de grandir et personne n'y fait attention. Et croyez-en, mon expérience d'enseignante pendant 33 ans, il y a une jeunesse explosive qui se prépare, qui ne respecte rien et qui va, Dieu nous en préserve, qui risque de nous répandre d'une façon très très éclatante. Ça, c'était pour... bon. Maintenant, la violence des islamistes. Oui, mais la question n'a pas... Ils ont été punis. C'est dépassé. Ils ont été punis. Mais les violences les violences de l'État, qu'est-ce qu'on en fait? Notre État nous violente au lieu de nous protéger. C'est plus grave. Et puis, il y a certains incidents qui n'ont jamais été élucidés, dont l'accident de Bab Souiqa, qui est très regrettable. Moi, une fois, j'ai écrit dans un journal 10 questions à celui qui a aspergé un policier d'acide sulfurique. J'ai posé 10 questions. Je ne savais pas, moi, je ne connais pas mais je dis, entre autres, est-ce que par hasard, il n'est pas venu? Eh bien, et c'était comme ça. C'était un prisonnier politique, islamiste, qui, pendant qu'il était en prison, sa femme était harcelée par ce même policier qui voulait atteindre à son honneur. Et quand il est sorti, il a essayé... Bon, mais moi, je ne suis pas d'accord pour l'acide sulfurique. C'est affreux, c'est abominable. Mais ce qui est plus abominable encore, c'est de pousser les gens à ces folies. Et c'est pour ça que je parle de cette jeunesse qui peut choisir de nous répondre autrement, et on a très peur pour le pays. Quant au fait, madame, qu'on vive des droits de l'homme, c'est trop puéril, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que moi aussi je peux vous rétorquer que vous n'êtes pas élu et que vous êtes payé sur le dos de la communauté tunisienne pour un travail qui n'est pas pour la Tunisie. Stop. Ok, oui. Maintenant... Bon, je vais être bref. Maintenant, on va... Mourtar, 2 mots, à 3 heures pile, on s'arrête. C'est déjà 3 heures? Oui. Bon, donc je vais être bref. Madame disait tout à l'heure qu'il y a des choses qui ne vont pas en Tunisie, qu'elle n'a jamais dit que tout va bien, va très bien, c'est vrai. Mais comment peut-on dire que ça, c'est un cas isolé et que ne l'est pas? Les atteintes aux droits de l'homme existent partout. Mais, chez nous, pourquoi nous ne disons pas que c'est des cas isolés? Premièrement, par le grand nombre. Et deuxièmement, parce que les gens qui ont fait ces atteintes ne sont jamais punis. C'est la différence entre une démocratie et autre chose. Lorsqu'il y a un truc qui se passe aux États-Unis, un policier qui tabasse quelqu'un ici, mais il passe en justice. Pourquoi chez nous ce n'est pas le cas? C'est justement parce que ce n'est pas des cas isolés. Je vous ai dit que je peux vous donner la liste certifiée par un tampon du tribunal de plaintes qui n'ont jamais été instruites. C'est ça ce qui fait que ce n'est pas des cas isolés. La deuxième chose, la deuxième remarque, vous dites que les gens qui font les rapports, ils écoutent les mêmes. Mais ce n'est pas vrai. Vous lisez les rapports, madame. Par exemple, les amis d'IFEX qui sont venus à 3 reprises en Tunisie.
Chaque fois, ils ont vu la société civile, ils ont vu le gouvernement, y compris à l'époque, avant le SMSI, le ministre des Télécommunications. Ils demandent à voir tout le monde. Amnesty International, lorsqu'ils viennent, ils essayent de voir tout le monde et les demandes sont écrites. Malheureusement, nous avons une méchante habitude. Nos gouvernants ont une méchante habitude maintenant, c'est de ne pas répondre, de faire de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu personne. Ils ne répondent pas aux correspondances. Même pour dire nous nous excusons, monsieur le ministre, ce jour-là, en voyage en Afrique du Sud. Mais on leur demande de... La troisième chose, je suis vraiment peiné de voir que vous vous référez à monsieur Antoine Sfer. Non, à monsieur Antoine Sfer, son livre, comme beaucoup de livres, c'est des livres de commande. C'est des livres de commande. Pour ce qui est de Transparency International, allez sur le site de Transparency International et vous connaissez, vous allez voir le classement de la Tunisie. Et allez voir que la Tunisie a rétrogradé cette année par rapport à l'année dernière. Allez voir aussi pour la liberté de la presse, le classement de la Tunisie qui est 146e. Et il faut le dire tout ça. Sur l'éducation, sur pas mal de trucs, nous sommes en train de regresser, madame. Malheureusement, c'est mon pays, je l'aime, au moins autant que vous. Et je suis peiné de dire que nous avons la possibilité d'être beaucoup mieux, madame. Beaucoup mieux. Monsieur, ce matin, il disait que la Tunisie peut donner l'exemple. Effectivement, mais nous sommes, je le dis bien, mal gouvernés. Merci beaucoup. On va faire une pause maintenant de 5 minutes seulement, si vous le permettez, pour reprendre avec les autres panélistes. Je suis désolée qu'on ait pris autant de retard, mais je crois que la nature des débats en valait la peine. Vous êtes bien défendu, c'était pas facile d'être là.